Hello à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous parler du sujet de la confiance quand il s'agit d'argent et notamment vis-à-vis des professionnels, du marché, du milieu, de l'économie de manière générale. En fait, moi, j'ai appris quand j'étais très jeune que l'économie reposait sur le fait que les gens aient confiance dans le système, alors donc le système économique local, évidemment national et mondial, mais aussi le système bancaire, le système financier. Et moi, par ailleurs, depuis 5 ans et demi que je fais ce podcast, la question qu'on me pose le plus ou la remarque qu'on me fait le plus depuis 5 ans et demi, c'est vraiment: «Je ne sais pas à qui faire confiance. Il y a trop d'informations, je suis perdue» et je me dis: il y a un sujet, en fait, sur la confiance que j'avais envie d'adresser aujourd'hui parce que je trouve qu'il n'est pas anodin». Alors c'est parti, on va parler de confiance, vis-à-vis de l'argent aujourd'hui dans cet épisode. Et donc, pour remettre un petit peu de perspective sur les chiffres, j'ai demandé à ChatGPT de me trouver des études sur le niveau de confiance des Français dans les institutions financières, et voilà, donc grosso modo. Et j'ai trouvé des chiffres. Il se trouve que la Fédération bancaire française, la FBF, qui est la fédération qui regroupe toutes les banques, donc grosso modo, c'est un lobby bancaire, hein, on va dire ça comme ça, publie une étude. Alors, je ne sais pas si c'est tous les ans, mais en tout cas, ils en ont publié une en 2024 qui s'appelle «Les Français, leurs banques et leurs attentes», avec des chiffres qui sont hallucinants. 89 des Français ont une bonne image de leur banque. 90 de leurs agences, 88 de leurs conseillers. Donc, grosso modo, 90 9 Français sur 10 kiffent leur banque, leurs conseillers, leur agence. Incroyable. Ça baisse un petit peu, mais on a quand même, des chiffres intéressants sur 62 des Français, donc quand même 2 Français sur 3, estiment que les banques les rassurent concernant la gestion de leur épargne et à peu près le même chiffre, un petit peu plus pour, de gens qui considèrent être rassurés par les banques concernant la gestion quotidienne de leur argent. Alors autant vous dire que ces chiffres sont complètement, on va dire presque à l'opposé des constats que moi je fais, de ce que vous me remontez depuis 5 ans et demi que je fais ce podcast, même de ma propre expérience. Et donc je trouve qu'il y a c'est lunaire pour moi de lire ça. Alors je ne sais pas qui a été interrogé et évidemment, j'ai l'humilité quand même de reconnaître que une étude, même si elle a été faite par la FBF, est probablement faite de manière beaucoup plus sérieuse. Elle doit être faite en plus en partenariat. Ah oui, elle a été faite, je relis mes notes, elle a été faite en partenariat avec l'IFOP. Donc elle est forcément faite de manière beaucoup plus exhaustive et sérieuse que mes impressions sur le sujet, même si, c'est des impressions, qui ont 5 ans et demi. Mais tout de même, quand même, j'ai halluciné de ce niveau de confiance qui est quasiment un sans faute et qui dénote, comme je le disais, totalement avec, mes constats, mes vérités de ces 5 années et plus que j'avais envie de partager avec vous. Après, libre à vous, de les partager vous aussi, enfin d'être d'accord avec moi ou pas, mais j'en ai beaucoup discuté avec plein d'intervenants sur ce podcast, donc c'est vrai que je sais que je ne suis pas la seule à faire ces constats-là. Mais tout de même, 1 constat, pour moi, les banques proposent des produits de placement qui sont sous-performants et bourrés de frais. Voilà, 1er constat qui est un peu sévère, mais c'est vrai. Factuellement, si on compare les offres de placement bancaire des banques avec n'importe quelle autre institution plus récente, j'en ai recommandé beaucoup sur ce podcast, j'en ai eu certains comme partenaires, des courtiers en ligne, je pense à Lynxea, je pense à, Multiplacement, Trade Republic, et d'autres personnes qui n'ont jamais été partenaires du podcast, mais que je peux citer aussi, Nalo, pardon, Yomoni, qui sont des courtiers en ligne qui proposent des produits qui ont très peu de frais, voire pas du tout. Effectivement, c'est objectif de dire que les banques dans leur ensemble proposent des produits qui sont très fortement chargés en frais. Pour autant, ils sont aussi très fortement adoptés par le marché puisque, et c'est un peu tout le sujet de cet épisode parce que, le marché va un peu là où, en fait, le marché choisit les produits de ces banques parce que, il y a les comptes chez les banques, parce qu'on y est depuis longtemps, parce qu'on connaît mal les offres, on connaît mal le fonctionnement, on ne sait pas ce qu'il faut regarder, on sait pas les questions qu'il faut poser et du coup, on souscrit, bah, juste dans l'assurance vie de la banque dans laquelle on a un prêt ou dans laquelle on a ses comptes et en réalité, on ne regarde pas à savoir si, les produits proposés sont, l'assurance vie en question est une bonne assurance vie. Donc voilà, tant mieux pour eux, j'ai envie de dire. Tant mieux pour elles, les banques, parce qu'aujourd'hui, plus de 90 du marché, des placements financiers, c'est, des produits, bancaires,
qui sont malheureusement des produits, encore une fois, je le dis, sous-performants et bourrés de frais et dans lesquels il y a assez peu de choix. Les enveloppes de placement, comme les assurances-vie ou les PEA, proposent assez peu de choix, de ce qu'on peut y loger à l'intérieur. Donc premier constat. Deuxième, les banques sont finalement assez frileuses, par rapport au risque. C'est-à-dire les banques ne poussent pas, à mon sens, suffisamment à, faire prendre du risque à son épargne. Alors vous allez me dire: «Ouh là là, mais qu'est-ce qu'elle me dit Delphine?» Oui, j'assume. J'assume de dire que quand on a moins de, allez, je dirais 45-50 ans, qu'on est, en bonne santé, qu'on travaille, qu'on a encore un certain dynamisme de sa carrière, on devrait se préoccuper de construire son patrimoine plutôt que de le, sécuriser, je dirais même fermer à double tour, sur des supports qui, ne battent même pas l'inflation et donc sur lesquels on perd de l'argent. Et les banques ont plutôt des consignes très prudentes vis-à-vis de ça, c'est-à-dire: «Ouh là 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 là, on ne veut pas assurer le SAV de gens qui sont pas contents parce qu'on leur a dit de placer leur argent de manière un petit peu plus dynamique, donc nous, on préfère moins bien placer que placer, mais avec des ennuis». Donc grosso modo, les banques ne font pas de très bons conseils sur: «OK, en fait, à partir du moment où vous avez un très long horizon de placement devant vous, jusqu'à au moins la retraite, donc particulièrement les gens qui sont dans leur vingtaine et dans leur trentaine, vous devriez faire prendre un certain risque à votre capital». Alors, c'est vrai que dit comme ça fait peur, mais vous devriez aller chercher un certain rendement avec votre capital sur du long terme, et il n'y a aucune raison qu'à 27 ans, on ait, tout son argent, surtout s'il se compte en dizaines de milliers d'euros, sur des livrets. Il y a aucun sens à épargner comme ça, vous tirez une balle dans le pied et vous passez à côté d'une opportunité qui est énorme et les banques, participent de cette dynamique du sans risque, qui fait que, l'immense majorité des Français, les sommes qui sont laissées sur des comptes courants ou sur des comptes, garantis, très peu rémunérateurs, en tout cas moins rémunérateurs que le niveau de l'inflation, sont astronomiques en France. Donc ça, c'était le deuxième constat. Troisième constat, les banques, quoi qu'elles en disent, ne remplissent pas leur mission d'éducation financière et pour autant, dans les textes, elles en ont une, ce qui est discutable de mon point de vue. Les banques remplissent au mieux une formation, une obligation, pardon, de conseil produit. En fait, la banque, c'est une entreprise qui a un catalogue de produits et services et qui va être capable de produire du conseil sur ces produits et services, y compris, en expliquant un certain nombre de réglementations autour de ces produits qui vont au-delà de ses propres règles à elle. Par là, j'entends, le banquier va être capable de vous parler de la fiscalité d'une assurance vie, alors même que la fiscalité, elle est universelle et elle ne dépend pas des règles de la banque. Elle est la même pour tous les produits d'assurance vie, peu importe qui, vous en propose une. Donc la banque va être capable de faire ça. Elle va vous dire: «OK, voilà ce produit-là, voilà les règles de ce produit-là et voilà nos règles spécifiques à nous sur ce produit-là dans notre banque à nous». Évidemment, ce que la banque ne fera jamais, c'est, vous proposer des choses qui sont contraires à ses intérêts. Si ses intérêts et les vôtres sont alignés, tant mieux, tout le monde est gagnant. Mais quand vos intérêts ne sont pas alignés avec ceux de la banque, évidemment que le conseiller bancaire va se ranger du côté de la banque et c'est là où effectivement on a un problème. Et donc la mission de la banque n'est absolument pas de vous éduquer sur tous ces sujets, de vous dire qu'il y a des placements qui sont mieux ailleurs et où votre argent sera mieux, géré et fructifiera mieux. Non, la banque, elle vous veut comme client et elle veut votre argent chez elle et c'est son intérêt à elle. Ensuite, quatrième constat, les modèles de rémunération dans la finance sont d'une opacité sans nom. Donc qui gagne quoi? Combien? Personne n'en sait rien. Typiquement, par exemple, il y a même eu un reportage sur Cash Investigation à ce sujet. Les frais que imposent les banques sur tous les rejets de transactions ou sur toutes les opérations sur compte, ce genre de choses, ou les frais de gestion, hein, d'ailleurs de votre compte, on ne sait pas, parce que les banques ne le publient pas, combien ça représente dans les recettes des banques. Donc on ne mesure pas le désalignement qu'il y a entre là où la banque, pardon, gagne de l'argent et là où vous en perdez. Et donc, il est très probable que, si un jour on mettait les nez dans les comptes, on découvre que l'intérêt de la banque, c'est de maximiser une ligne de rémunération, comme par exemple des frais sur, vos, dépassements, sur les comptes et cetera. Là où ça va totalement
à l'encontre de vos intérêts à vous qui sont de vous sortir la tête de l'eau. Et donc ça, c'est quand même problématique. Ensuite, 5e constat, les banques abusent, à mon sens, oui, le terme est jeté, de leur position monopolistique d'octroi de crédit. Les banques sont les seules à pouvoir octroyer des crédits. Et donc, à ce titre, elles ont droit de vie ou de mort, entre guillemets, sur vos intentions d'emprunt et sur vos projets. Donc ça, c'est la première chose. Elles n'ont aucune obligation de motiver leur refus. Et donc, à partir de ce moment-là, elles peuvent aussi vous demander des contreparties à l'octroi de crédit, alors même que maintenant, c'est illégal. On ne peut pas demander à quelqu'un d'ouvrir un compte en contrepartie de l'octroi d'un crédit, sauf si évidemment il s'agit du compte de la société en question qui va porter, et encore même, il n'y a même pas d'obligation, mais bon. Ensuite, pas d'obligation, pardon, de vous demander des contreparties donc d'ouverture de compte, de domiciliation de revenus et ou éventuellement de prendre absolument l'assurance du prêt chez eux, ce qui aujourd'hui, maintenant, n'est plus une obligation pour le consommateur. Et enfin, sous couvert d'obligations de conformité imposées par le régulateur, et Dieu sait s'il y en a, le jargon bancaire ne cesse de se complexifier, de s'over-complexifier, ça ne s'arrange pas du tout avec le temps. Et évidemment, cette complexité du vocabulaire qui crée évidemment une barrière à l'entrée pour l'immense majorité des citoyens, ne profite qu'à un seul acteur sur le marché, c'est le professionnel. Et évidemment, mais ça profite au marché dans son ensemble et pas du tout aux individus. Donc ça, c'est des constats que je fais. Je sais que je ne suis pas les seuls à les faire. Et pour autant, on a 90% des gens qui kiffent leur banque, enfin qui ont parfaitement confiance en leur banque, ce que je trouve absolument délirant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché de, on va dire l'argent au sens large, le marché de l'épargne, le marché de la finance, le marché de la finance personnelle, est un marché qui est fondamentalement déséquilibré. Il y a une asymétrie du savoir et de l'expertise sur ce marché-là. D'un côté, on a des épargnants, vous et moi, qui ont un niveau d'éducation financière proche de zéro. Bon, c'est plus mon cas maintenant, je vous rassure, mais ça l'a été, évidemment. Mon réveil à 32 ans, certains pourraient dire bah, c'est tôt, d'autres pourraient dire c'est très tard. Mais moi, avant ça, je suis comme tout le monde, hein, pas eu d'éducation financière à l'école, pas eu d'éducation financière dans mes études supérieures. Pour autant, moi, j'adorais les maths, j'adorais les calculs, mais non. Et on a de l'autre côté donc des professionnels dont l'intérêt, évidemment, numéro 1 est de nous vendre des produits avec, évidemment, un désalignement plus ou moins important avec les propres intérêts de l'épargnant ou du consommateur. Le consommateur, de ce fait-là, l'épargnant en tout cas, est à la merci du vendeur ou du prescripteur, du fait de cette asymétrie d'information et d'expertise. Il y en a un qui a une expertise, une information, et l'autre qui n'en a pas. Donc vous imaginez ce que ça peut donner. Ce qui nous laisse, nous, consommateurs épargnants, dans une posture où on a le choix qu'entre deux options. Soit fuir, soit faire confiance. Et aucune de ces deux options n'est satisfaisante. Donc soit on fuit, c'est-à-dire qu'on refuse de se confronter à la complexité. On refuse d'essayer de comprendre, on refuse et du coup on abandonne. Du coup, on délègue totalement la décision à la personne qui est en face de nous, au destin, à l'État, à l'employeur, à notre partenaire de vie. Bref, on ne veut pas faire une bêtise, on ne veut pas faire d'erreur. Et donc, du coup, on se retire, entre guillemets, de l'équation. Non, mais moi, j'y connais rien à ça. Donc, je préfère ne rien faire ou ne pas m'en occuper. Posture qui a un coût, évidemment, aussi. L'indécision, ne pas vouloir refuser de prendre une décision parce qu'on refuse de se tromper et d'assumer les conséquences du fait de se tromper, c'est-à-dire essentiellement pas tant les pertes financières, mais que surtout l'image qu'on va se renvoyer à soi-même. Et donc, quand on fuit ça, effectivement, on est obligé de se rendre dépendant des autres parce qu'il va quand même bien falloir faire quelque chose de notre argent. Donc, les autres, c'est pas forcément le banquier ou le conseiller financier, mais tout simplement, à partir du moment où vous refusez de décider où est-ce que vous pourriez placer votre argent pour le faire fructifier, vous vous rendez beaucoup plus dépendant de la vie,
des chocs économiques, des cracks, parce que vous avez de l'argent qui ne bat pas l'inflation, vous avez des placements qui ne vous permettent pas de battre l'inflation, donc vous vous appauvrissez, et donc forcément vous rendez plus dépendant de quelqu'un. Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est l'économie? Est-ce que vous êtes plus fragile vis-à-vis de votre employeur ou de votre partenaire? Je ne sais pas, mais en tout cas vous êtes plus dépendant. La deuxième option, c'est de faire confiance. Mais faire confiance avec un bandeau sur les yeux, quiconque a déjà essayé, c'est très compliqué. Imaginons, je suis un agent immobilier et je vous dis, vous savez, ce qu'il faut faire, ce qui marche, ce que tout le monde fait en ce moment, c'est d'acheter des studios et des T2, de toute façon c'est ce que tout le monde recherche. Et là, il se trouve que j'en ai un bien, il est hyper rare sur le marché, il a un rendement exceptionnel de 6,5%, imaginez. D'habitude, j'en ai pas des comme ça. C'est vraiment une affaire. Si vous voulez, je vous le présente, je vous le fais visiter dès cet après-midi. Super. Ok. Vous avez rien compris à ce qu'il a dit. J'exagère. C'est quoi ce chiffre de 6,5? D'où il sort ce chiffre? De quel chapeau? Comment il a été calculé? De quoi il parle? À quoi je peux le comparer? Quel niveau de risque? Quelle autre alternative? Quelle autre alternative pour le même niveau de risque? Qui d'autre peut m'aider à y voir plus clair? Qu'est-ce que je pourrais lui poser comme question intelligente pour essayer de comprendre ou d'avoir une vision un peu plus éclairée de la situation? Et surtout, qu'est-ce que je ne sais pas? Et en réalité, si je le savais, ça aurait pu m'aider à prendre une décision beaucoup plus avisée. Donc, c'est génial, l'agent immobilier, il me balance sa science, ses chiffres comme ça, c'est très impressionnant, mais en réalité, j'ai aucun moyen de savoir si c'est bon ou pas bon, c'est bien ou pas bien. Donc évidemment, soit j'ai mon option numéro 1, je fuis, soit je fais confiance. Mais je fais confiance à l'aveugle. Et cette situation d'asymétrie que je décris, d'expertise et de savoir sur ce marché entre les consommateurs et les professionnels, elle est problématique à plusieurs égards. Premièrement, elle est problématique parce qu'il y a ce qu'on appelle le biais d'autorité, qui fait que le professionnel a une posture d'autorité qui est conférée par son titre, son intitulé de poste, l'institution qu'il représente, par ses diplômes des fois, par sa position. Par exemple, c'est lui qui peut nous octroyer un crédit et personne d'autre, ou c'est lui qui est l'agent immobilier et qui peut défendre notre offre auprès du vendeur ou pas. Et donc, nous, face à quelqu'un qui a une posture d'autorité, déjà naturellement, c'est pas simple de se positionner. On lui confère une autorité, il a l'expertise, il a le savoir, et de fait, on est un peu on rend les armes dans cette posture-là. C'est ah ok d'accord, donc lui il sait et moi je sais pas. Donc on a tendance de toute façon naturellement à faire un petit peu confiance dans cette situation-là. Sauf qu'on n'a encore une fois aucun moyen de vérifier la crédibilité et l'expertise de cet interlocuteur. Dans tous les métiers, il y a des gens bons, il y a des gens moyens et il y a des gens très mauvais. Et les métiers de la finance, les métiers du conseil bancaire ou du conseil financier ne font pas exception. Donc, dans cette situation, quand vous êtes face à un professionnel, posez-vous toujours cette question. Pourquoi est-ce que je suis en train de lui faire confiance? Pourquoi est-ce que je fais confiance à cette personne? Ou pourquoi j'ai envie de faire confiance à cette personne? Est-ce que c'est parce qu'il m'est sympathique? Est-ce que c'est parce qu'il m'a été recommandé et j'ose pas revenir au boulot lundi et dire à mon collègue je vais pas faire appel au conseiller que tu m'as recommandé parce que pour telle et telle raison? Est-ce que c'est parce que vous avez pas du tout envie de chercher quelqu'un d'autre et que ça vous emmerde et que vous allez prendre le premier venu? Donc, pourquoi est-ce que vous êtes en train de faire confiance à cette personne? Et posez-vous la question. Essayez d'obtenir une réponse quand même honnête et fiable et ça va vous donner une indication sur est-ce que c'est OK pour vous de vous dire que vous êtes en train de lui faire confiance parce qu'il est beau gosse, quoi. Concrètement, c'est ça. Et donc, bon, voilà, si c'est OK pour vous, tant mieux, hein, je lui fais confiance parce qu'il est beau gosse. Et sinon, d'ailleurs, c'est un vrai biais. C'est l'effet halo, ça s'appelle. Une personne, homme ou femme, qui est beau, belle, attractive d'un point de vue physique, on a tendance à lui conférer d'autres qualités
et du coup aussi à lui faire plus confiance. C'est-à-dire quelqu'un qui est beau ou belle, on va aussi considérer que c'est probablement quelqu'un qui est plus sociable, qui est plus performant. On va lui attribuer tout un tas de qualités annexes. Et pourquoi pas aussi du coup que c'est probablement une personne qui est plus digne de confiance. Ce qui est dingo quand même. Juste parce que, et ça il y a plein d'études qui montrent ça, juste parce qu'on trouve que la personne est beau ou belle en face de nous. Donc si vous voulez vendre plus, vous avez un business et vous voulez vendre plus, soyez beau ou belle à l'écran ou en face à face avec votre client. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle cette situation d'asymétrie est problématique. La deuxième, c'est que il est impossible d'exercer un esprit critique sur quoi que ce soit si on n'y connaît rien. Vous n'y connaissez rien dans le domaine. Vous ne savez pas quelles questions poser. Vous ne savez pas quelles questions poser, évidemment, pour avoir les bonnes réponses qui permettent de prendre une bonne décision. Si je sors un petit peu de cette configuration et je vous dis, ah ok, bah regarde, je prends mes cours de danse en ce moment, regarde, je vais danser devant toi et tout, je danse, et déjà la personne dit, ah, c'est super. Bah, si vous n'y connaissez rien, vous allez trouver que c'est super. Si vous vous connaissez un peu, que vous-même, vous faites de la danse, vous êtes même prof de danse, etc. Forcément, vous allez avoir un regard plus critique sur la performance de la personne en face de vous. Ça me fait penser à The Voice, l'émission. Vous savez, les auditions à l'aveugle. Parfois, on a les jurés qui disent, on entend dire, ah bah c'était un petit peu bleu. Le bleu, c'est le terme utilisé en jargon musical pour dire que c'était un peu faux. Donc voilà, là c'était un peu faux, toutes les notes n'étaient pas dedans, etc., etc. Alors que vous avez entendu un truc super, quoi. Bah, c'est exactement la différence entre celui qui s'y connaît et celui qui s'y connaît pas. Celui qui a l'oreille exercée, celui qui n'a pas l'oreille exercée. Bah, effectivement, il y en a un qui a entendu les petites imperfections, l'autre non. Alors évidemment, quand la personne a chanté faux du début jusqu'à la fin, la majorité des gens sont capables de l'entendre. Mais des fois, on ne s'entend pas chanter faux, on n'est pas forcément en capacité d'entendre que la personne en face de nous chante faux. Donc, encore une fois, je n'ai pas l'expertise, j'aurais énormément de mal à avoir un esprit critique si je n'ai pas l'expertise. Et donc, si vous avez quelqu'un en face de vous qui vous dit quelque chose et que vous n'y connaissez rien, cet investissement immobilier, c'est une affaire, ce projet Pinel, c'est une affaire, tel placement en SCPI, c'est une affaire, et que vous n'y connaissez rien, vous ne pourrez pas exercer votre esprit critique. Et on a tous besoin d'esprit critique sur tout, et notamment quand on s'apprête à prendre des décisions importantes pour notre argent. Ensuite, et ça découle de ça, en quoi c'est problématique, c'est qu'à partir du moment où vous ne pouvez pas exercer votre esprit critique, vous allez forcément déléguer d'une manière ou d'une autre les décisions. C'est pas vraiment vous qui les prenez parce que vous n'êtes pas en mesure de les prendre. Ou alors vous prenez des décisions mais à l'aveugle. Donc soit vous déléguez à l'aveugle la gestion à quelqu'un, soit vous prenez une décision totalement à l'aveugle. Donc vous vous mettez dans une posture où vous êtes obligé de faire confiance à quelqu'un à l'aveugle sur une des choses les plus importantes de votre vie, qui est votre argent. Alors, quand je dis l'une des choses les plus importantes de votre vie, vous bondissez peut-être sur votre siège, mais en fait, moi j'ai tendance à considérer que l'argent c'est la vie. Pourquoi est-ce que je dis que l'argent c'est la vie ? Parce que ce que je veux faire de ma vie, ce que je veux accomplir dans ma vie, le style de vie que j'ai envie d'avoir, le style de maison que j'ai envie d'avoir, là où j'ai envie d'habiter, de ce que j'ai envie de faire de mon temps, mes loisirs, etc. Tout ça, c'est le résultat de la combinaison de mes 3 ressources clés qui sont comment j'utilise mon temps, comment j'utilise mes efforts, mon énergie et comment j'utilise mon argent. Ces 3 ressources fondamentales dont on dispose, chaque individu, la manière dont on les organise et dont on les utilise va définir quel type de vie, quel style de vie on va avoir. Et donc, soit on est complètement passager de cette dynamique, en se disant, moi, je ne cherche pas à utiliser mes ressources au mieux ou à les optimiser au mieux. La vie va se dérouler quasiment, je la regarde en tant que spectateur. Soit je suis pilote et je me dis, ok, c'est quoi mon objectif ? Comment j'utilise mes ressources pour atteindre cet objectif ? Et vous êtes totalement coupé de cette capacité quand vous déléguez les réflexions sur votre sujet important. C'est un peu comme si vous déléguiez la décision de qui va décider de ce que je fais de mon temps dans la journée. En fait, c'est pas vous. C'est votre employeur, c'est vos enfants,
c'est votre femme ou c'est votre mari parce que il a réservé un cours de machin, elle a réservé un cours de bidule, vos enfants vous disent venez, on va faire ça, et en fait, vous êtes totalement dépossédé de votre temps. Et reprendre possession sur son temps, son énergie et son argent, c'est évidemment un moyen d'atteindre plus vite ses objectifs et de devenir pilote et non plus passager de sa propre vie. Et enfin, pourquoi est-ce que c'est problématique, encore une fois, cette situation? Donc, quatrième raison, parce que nous, les êtres humains, on est très sensibles à ce qu'on appelle le biais de confirmation. Donc, on entend parler de quelque chose et on va entendre parler que de la même chose. Mais le biais de confirmation, ça va un petit peu plus loin, c'est que on a un filtre naturel du cerveau qui va nous faire porter plus d'attention aux informations qui confirment ce qu'on pense déjà. Donc, par exemple, et ça c'est valable dans tout, hein, par exemple, si vous êtes exposé sur les réseaux sociaux à des informations qui vont être très critiques des politiques du gouvernement, par exemple, vous allez y prêter plus attention ou vous allez y accorder plus de crédit parce que ça vient confirmer des positions ou des croyances ou des idées que vous partagez déjà. Et donc ça se vérifie dans plein et plein de domaines, y compris au niveau de l'argent. Et je vous donne un exemple. J'ai une maxime que j'utilise très 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 souvent, et elle est facile à retenir, donc je la dis au maximum de gens pour que ça puisse s'ancrer dans votre cerveau, mais ce que je dis souvent, c'est l'immobilier sans emprunter, c'est nul à chier. Alors vous pouvez remplacer immobilier par d'autres choses, mais là ça rime, donc c'est cool. Mais investir sans emprunter, c'est nul à chier. Ou les laveries, c'est pareil, hein. Donc, faire de l'investissement sans emprunter, c'est nul à chier, de manière générale. Mais c'est moins bien comme ça. L'immobilier sans emprunter, c'est nul à chier. Et forcément, si vous avez déjà acheté un bien immobilier, par exemple, cash, effectivement, vous allez être heurté par mon conseil et vous aurez plus facilement tendance à le mettre de côté dans votre cerveau, voire même à l'ignorer, parce qu'il vient directement remettre en cause des choses que vous avez faites sur des décisions qui sont très importantes et sur lesquelles vous étiez persuadé d'avoir les bons raisonnements et d'avoir fait un choix judicieux et pertinent. Donc, toute personne qui vient nous dire quelque chose qui remettrait en cause une décision importante qu'on a prise, c'est très difficile pour soi en tant qu'individu. Donc, on va avoir tendance naturellement à le dégager, même si ça nous heurte un petit peu. Voilà pourquoi on ne sera pas enclin à écouter des conseils qui vont à l'encontre de ce qu'on pense, et on sera davantage enclin à écouter les conseils qui vont dans le sens de ce qu'on pense. Sauf que c'est pas forcément le sens qui est le meilleur pour nous. Donc, 3 choses à vous dire. Premièrement, c'est à vous de définir vos objectifs de vie et à personne d'autre. Objectifs de vie, objectifs financiers, objectifs patrimoniaux. C'est à vous de les définir et ce n'est pas un professionnel. Deuxièmement, et ça découle de ça, c'est à vous de savoir si ce que les professionnels vous proposent, eux, ils vous proposent, ça rentre effectivement bien dans vos objectifs, ou c'est en cohérence avec vos objectifs, ou est-ce que ça va vous permettre de vous rapprocher de vos objectifs. C'est à vous de le savoir. Si vous allez voir un banquier et vous lui dites moi je veux prendre ma retraite à 40 ans, et qu'il vous parle d'un Pinel, c'est pas à lui de savoir si le Pinel, ça va effectivement vous aider à vous rapprocher de votre objectif. C'est à vous de le savoir. Parce que la vérité, c'est que le banquier, il s'en fout un petit peu. Lui, il a un Pinel à vendre. Et troisièmement, c'est à vous de poser les bonnes questions, c'est-à-dire les questions qui vous permettront de prendre des bonnes décisions. Parce que personne va poser ces questions-là à votre place et personne ne va répondre à des questions que vous n'avez pas posées. Donc, c'est important c'est difficile parce que des fois, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Mais la capacité à poser des questions pertinentes face à un interlocuteur professionnel, c'est aussi énorme. Parce qu'à partir du moment où vous avez posé les questions, les réponses vont évidemment aiguiller ou l'absence de réponse va évidemment aiguiller votre choix. Donc, une fois que j'ai dit ça, comment on fait pour remettre un petit peu d'équilibre dans la relation sur la question des finances et de l'argent? Par où on commence? La première chose que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement vous former et vous informer. Vous allez élever votre niveau d'éducation financière. Comment? Alors, pour 2 raisons d'abord. Pour apprendre et pour pouvoir, comme je le disais, exercer votre esprit critique. Donc, comment vous faites ça? Alors là,
faut pas être Einstein, désolé les amis, mais vous ouvrez un putain de bouquin, j'ai envie de dire. On commence comme ça en fait. On commence comme tout le monde. On apprend des choses, mais on achète un bouquin. Alors vous pouvez aller acheter à la Fnac les machins pour les nuls, là, les séries pour les nuls. Moi, j'aime beaucoup la littérature anglo-saxonne qui est traduite. Je pense notamment au livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Il y a un livre de Napoleon Hill, c'est quoi? C'est Réfléchissez et devenez riche. Je crois que c'était le titre en français. J'aime bien l'auteur Ramit Sethi aussi qui a un podcast. Alors par contre, si vous comprenez bien l'anglais, je vous conseille vraiment le podcast de Ramit Sethi. C'est un podcast, il reçoit des couples qui parlent d'argent. Et il les aide à résoudre des problématiques qu'ils ont. Je trouve ça passionnant. J'adore écouter son podcast, mais par contre, effectivement, il est en anglais. En parlant de podcasts, il y a beaucoup de podcasts francophones qui sont géniaux. J'en cite quelques-uns de mes confrères podcasteurs. La Martingale de Mathieu Stéphanie, Les investisseurs 4.0 de Paco, Ça fait un bail de Jérémy et Les investisseurs sereins de Dorine et Cyril. Et ensuite, vous pouvez aussi aller suivre des influenceurs sur Internet. Alors moi, je vous conseille d'en suivre plusieurs. Et aussi dans plusieurs thématiques. Donc, il y en a qui sont plus généralistes, il y en a qui sont plus spécialisés sur l'immobilier, sur la crypto, sur de la bourse. Allez-y un peu dans tous les sens. Vous n'êtes pas obligé de vous farcir des influenceurs qui ne vous parlent pas. Et puis, ça vous permet juste de reconnaître les discours qui convergent, là où tout le monde est à peu près d'accord, et les discours qui divergent, là où les gens ne sont pas d'accord. Et là, vous exercez votre esprit critique parce que vous pouvez vous demander pourquoi ils ne sont pas d'accord. Est-ce qu'ils ne sont pas d'accord parce que tout simplement, ils n'ont pas la même stratégie? Est-ce qu'ils ne parlent pas aux mêmes personnes, donc ils ne donnent pas les mêmes conseils? Ou est-ce qu'ils ne sont pas d'accord parce que peut-être ils ont quelque chose à vendre et que ce n'est pas dans leurs intérêts? Ou plein de raisons qui peuvent expliquer pourquoi les gens ne sont pas d'accord. Et c'est important de s'exercer à reconnaître. Ok, lui, il ne dit pas exactement la même chose que lui. Et je suis pas sûre de comprendre pourquoi. Et rien que de poser cette question, par exemple, vous avez deux influenceurs qui disent pas la même chose. Vous allez poser la question à l'un. Toi, tu dis ça, mais les autres disent ça. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Est-ce que tu peux m'éclairer sur ton point de vue? Ça, c'est une question en or. Moi, j'adore qu'on me pose ces questions-là. Déjà, parce que moi, j'adore qu'on me pose des questions intelligentes qui montrent que la personne a vraiment s'est intéressée au sujet, s'est documentée sur le sujet, a réfléchi au sujet. Et moi, on vient me voir avec une question comme ça. Toi, tu dis ça, mais je comprends pas parce que c'est pas ce que disent d'autres gens. Et du coup, j'aimerais bien comprendre un petit peu plus pourquoi cette position-là. J'adore ce genre de questions. Et donc, il faut les poser, vos questions. Et ça, c'est des questions intelligentes qui vont vous faire progresser. Après, à vous de lire entre les lignes. Tous les gens ne sont pas les plus honnêtes, les plus transparents dans les réponses qu'ils vont vous apporter. Mais ça, vous pouvez le sentir aussi un petit peu. Une fois que vous êtes formé et informé sur tous ces sujets-là, vous pouvez aussi adopter quelques règles basiques quand vous débutez face à un interlocuteur. Déjà, on ne fait aucun gros move financier si on ne comprend pas ce qu'on fait. Donc, n'hésitez pas à dire à n'importe quel conseiller, je vais prendre le temps de réfléchir, je vais prendre le temps de comparer, de m'informer. Vous confrontez les avis, vous confrontez les devis. Quand, par exemple, vous êtes face à des artisans pour des devis de travaux sur un bien immobilier, pourquoi pas. Quand je dis vous confrontez les avis, s'il vous plaît, informez-vous auprès de gens à qui vous reconnaissez quand même un minimum d'expertise sur le sujet. C'est-à-dire que vous n'allez pas demander un avis sur les cryptos à votre grand-mère, vous n'allez pas demander un avis sur la retraite à 40 ans à votre tonton qui a 3 Pinel ou qui a jamais investi de sa vie. Enfin, voilà, essayons un petit peu quand même de demander aux gens qui sont compétents. C'est pareil, vous n'allez pas demander à votre cousin fonctionnaire des conseils sur l'entrepreneuriat, ça ne vous viendrait pas à l'idée. Vous n'allez pas demander à votre, je sais pas, encore une fois, à votre collègue qui est obèse des conseils pour courir le marathon de dimanche prochain. Donc voilà. Et enfin, n'oubliez jamais que la base de tout ça, c'est de parler plus librement d'argent autour de soi. Là, je ne parle pas nécessairement de solliciter des conseils ou d'en imposer aux autres, mais juste de parler plus d'argent. Autour de vous, au bureau, en famille, entre amis, de faire en sorte que ce sujet soit le plus librement abordé et surtout en famille quand vous avez des enfants. Il y a des études qui prouvent que des enfants qui sont exposés à, qui évoluent dans une famille dans laquelle on parle d'argent régulièrement sont des enfants qui ont une relation plus saine avec l'argent. Et donc, ça me paraît aussi important que vous puissiez le faire plus souvent et plus librement. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye!